Bonjour à tous. Ok, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy. Jérémy est un entrepreneur que je connais depuis quelques années déjà et c'est quelqu'un qui utilise YouTube, qui utilise les podcasts. Aujourd'hui, il va nous dire tout globalement comment il utilise ces outils-là et comment on peut récupérer de son expérience, apprendre de son expérience. Salut Jérémy, écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur Marketing Automation Ninja, le podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'a amené aussi sur ce chemin-là? Avec plaisir, Amaury. Du coup, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. Donc moi, je vis en Provence. J'ai 3 enfants. On en parlait un petit peu en off. Voilà, c'est le monde de l'entrepreneuriat et de la parentalité. Je me suis lancé à mon compte en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans en réalité, en tant que photographe. Et rapidement, j'ai basculé sur la partie formation. Pour les photographes notamment, et puis après aujourd'hui un peu plus largement. Je fais toujours de la photo, parce que je pense que c'est important aussi de continuer à alimenter cette partie-là de mon activité pour former d'autres photographes, mais ça fait 6-7 ans que je développe vraiment la partie entrepreneuriat, sur toute la partie formation en ligne, accompagnement, coaching. J'ai des programmes d'accompagnement aussi qui combinent à la fois des cursus en ligne, plus des coachings en ligne, tout ça. Et je fais ça avec passion, voilà, depuis 6-7 ans maintenant, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Trop bien, c'est génial. Et donc du coup, donc pur entrepreneur digital, j'imagine évidemment que je sais que tu utilises YouTube, que tu utilises podcast. Qu'est-ce que ça a comme rôle dans ton activité? À quoi ça sert? Et est-ce que c'est utile? Comment tu le fais, globalement? Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancé dans la formation, c'était en 2015-2016. À l'époque, c'était avec un ami photographe, et à l'époque, on s'était dit, on va lancer. D'abord, on a commencé à écrire des articles de blog. À l'époque, donc c'était le monde des articles de blog. Ça marchait extrêmement bien. Je pense qu'il y avait peu de concurrence en photographie. On était les seuls à avoir des programmes en ligne et tout, donc ça marchait assez bien. Et un jour, on s'est dit, c'est chouette les articles, mais on a besoin de plus de visibilité, quelque chose de plus dynamique. Et on s'est lancé sur YouTube. Et c'était quelque chose d'assez fou. On faisait une vidéo par semaine, mais par contre, c'était vraiment laborieux parce que ça demandait énormément de montage, de préparation, de scripter, d'intégrer du contenu, tout ça. Donc on a fait ça pendant 2 ans à peu près, entre les articles, un an d'articles et un an de YouTube. Et ensuite, moi, j'ai eu envie, on continuait YouTube de manière plus sporadique, et moi, j'ai eu envie de développer un podcast à l'époque, parce que j'adorais ce moyen d'expression, de me dire, c'est facile, je vais juste enregistrer ma voix et parler de ce qui m'inspire, et ça va pouvoir, je vais pouvoir propager un petit peu mon message comme ça. Donc ça, c'était les origines. Ensuite, on a arrêté de collaborer avec cet ami, donc du coup, j'ai mis ça un peu en stand-by pendant un moment. Et quand je me suis relancé tout seul en me disant, j'ai vraiment envie de continuer à développer les formations, mais ce coup-ci pas en binôme, mais vraiment de mon côté, en mode solo, je me suis vraiment posé la question de me dire quelle stratégie j'utilise. J'avais un peu cette image de YouTube où ça demande beaucoup d'énergie, énormément de temps. Il s'était passé peut-être 3-4 ans au final entre le début plus le moment où je reprenais en solo. Et YouTube avait pas mal évolué. Et je trouvais que le niveau aussi sur YouTube avait beaucoup augmenté, et que déjà que c'est du boulot à l'époque, j'avais ce sentiment que ça demandait encore plus de travail pour être encore plus quali, pour être encore plus attractif, pour avoir des miniatures qui sont encore plus impactantes. En fait, tout ce travail de derrière, je trouve, les vidéos, qui est hyper important, parce que j'en ai fait, je pense, les frais quand je me suis relancé sur YouTube, où je l'ai fait un peu en mode flemmardise. Et du coup, ça a pas eu l'impact que j'espérais, parce que l'énergie était pas vraiment là, et puis je collais pas au code de YouTube. Donc ça, c'était dans un second temps. Et avant ça, dans cette balance de est-ce que je vais sur YouTube ou est-ce que je fais autre chose, j'avais pas envie d'écrire d'articles de blog à l'époque, et du coup, il restait le podcast. Ça me paraissait être le meilleur moyen, parce que quand je me suis relancé, c'est l'année où j'ai eu mon petit garçon. Et du coup, j'avais aussi cette contrainte de temps, finalement, dans mon quotidien. Et le podcast, je me suis dit, c'est le meilleur compromis, parce que ça va me permettre d'optimiser, d'avoir quand même du contenu, de pouvoir partager mon message et tout ça, en optimisant mon temps, parce que à l'époque, je voyais quelque chose d'assez négatif par rapport à YouTube, quoi. Ok, waouh, donc ça m'a amené plein de questions. Désolé. Non, mais c'est cool. Déjà, en vie entrepreneuriale, je sais pas si c'était associé ou pas, mais en tout cas, tu avais une image commune avec quelqu'un.
d'un coup, vous avez une vision, pas d'un coup, mais j'imagine que c'est venu progressivement, une vision différente. Vous séparez un petit peu. Tu peux nous parler un petit peu, sans forcément aller dans les raisons, mais la transition, comment ça s'est Ouais, passé? Parce que c'est vachement important quand tu t'associes à quelqu'un d'un point de vue branding, et puis là, du coup, paf, c'est ouais. redevient deux personnes, deux Ben, offres séparées. je pense que moi j'ai toujours vu l'association comme quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un peu comme du couple en réalité, de mon point de vue quoi. Enfin, je pense que C'est c'est ça, un en peu fait. ça, hein, ouais. C'est ça, c'est pas un peu, c'est vraiment ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est associés, on n'a pas réfléchi à l'époque. On s'est dit, on a ce projet commun, on bossait souvent ensemble, donc tu as la motivation et tu te dis, bon, on y va. Et je pense que c'est la bonne chose, parce que si tu réfléchis trop, Mm. tu te poses trop de questions, tu fais pas les choses. Et finalement, donc c'était ultra bénéfique, mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que forcément, des deux côtés, tu commences à avoir des envies un petit peu différentes, tu commences à affirmer des choses, et je pense que l'erreur qu'on a faite, bon après on a appris, et c'était comme ça, c'est qu'en fait on faisait trop la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'une bonne association, c'est une association qui est réellement complémentaire, Mm. où chacun va apporter son expertise, va apporter son regard, où il y a peut-être des domaines vraiment d'expertise, choses comme ça. Nous finalement on avait un message commun parce qu'on partageait des valeurs communes. Quand on partageait quelque chose, souvent en fait on le disait un peu en doublon parce qu'on avait des manières un petit peu différentes de faire, mais finalement on faisait la même chose, on était quand même tous les deux photographes. Et je pense que plus le temps passait, et moins on trouvait notre place, parce qu'en fait on avait chacun envie d'exprimer un peu plus notre unicité, et en même temps il n'y avait pas réellement dans notre binôme de compétences clés que chacun possédait pour vraiment différencier les deux et faire que ça puisse perdurer quoi. Donc, je pense que ce qui a fait qu'on a arrêté, c'est vraiment cette problématique-là de se dire à un moment, bon, on partage, mais en vrai, en fait, on pourrait le faire chacun de notre côté. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même une richesse. Moi, je trouve que pendant des années, j'ai recherché ça, pour tout te dire, euh, la richesse de dire que tu as un message commun et qu'il y a des manières un peu différentes de le faire. Je trouve que c'est très puissant quand tu fais de la formation, parce que justement, pour moi, ce qui est important, c'est pas de dire applique ma méthode, c'est de Mm. dire il peut y avoir plusieurs nuances, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, à toi de trouver ta nuance à toi, tu vois. Et aujourd'hui, dans le business, je l'ai retrouvé non pas en m'associant, mais en faisant intervenir dans mes programmes, par exemple, des mentors qui Mhm. viennent amener leurs nuances. Donc c'est une forme d'association, mais pas une association de la même manière, quoi. Ouais, moins impliqué, on va dire. Beaucoup moins impliqué, ouais. Et puis choisi, Ok, quoi. ok, super. Donc du coup, parle-nous un peu de comment tu utilises YouTube, comment tu utilises les podcasts. Aujourd'hui, tu communiques de manière régulière. Quels sont les formats que tu utilises? Qu'est-ce que tu as eu utilisé? Ouais. Comment tu... Alors, les podcasts, pendant longtemps, j'ai eu un podcast hebdomadaire, je pense, pendant presque 3 ans. Et l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que j'en faisais très peu la promotion. C'est-à-dire que je le partageais sur ma newsletter, bien évidemment. Je le partageais un peu sur les réseaux sociaux, mais pas comme il aurait fallu, en réalité. Et du coup, c'est un podcast qui était très puissant parce que j'avais énormément de retours, mais avec assez peu d'écoute globalement par rapport au fait qu'il ait existé depuis 3 ans, par rapport à l'impact qu'il y avait sur les personnes. C'est pas parce qu'il était mauvais, c'est juste parce qu'en fait, il y avait pas assez de monde qui savait qu'il existait. Donc ça a été ma première erreur. Et à un moment, je me suis un petit peu découragé du podcast parce que justement, je me disais, c'est facile, je fais mon message, je le poste et tout ça. Mais en fait, j'avais pas encore pleinement intégré ce côté, le faire rayonner, le propager. Tu vois, c'était vraiment, voilà, bon, erreur de débutant, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis posé une question fondamentale et je me suis dit, bon, je veux vraiment de la visibilité, je vais aller non pas sur une plateforme où le contenu est facile à produire, mais il y a peu d'écoute parce qu'il faut amener les gens sur la plateforme, mais une plateforme référencée, donc j'ai choisi YouTube. Et j'ai vraiment fait en sorte que ce soit la pièce maîtresse dans mon activité. Et j'ai lancé, c'était il y a un an et demi maintenant, un peu plus, ma chaîne YouTube où je me suis tenu pour une vidéo par semaine pendant 6 mois. Donc c'était un rythme assez effréné. À l'époque, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir embaucher un apprenti, donc il m'a vachement aidé, vachement assisté là-dedans pour tout ce qui était partie création et tout. Donc ça a Mhm. permis vraiment de respecter les standards que j'avais de YouTube, dont je parlais tout à l'heure, la qualité des montages, la qualité de la vidéo, la qualité des miniatures, parce qu'il faisait du graphisme aussi. Et Mhm. du coup, je m'y suis mis à fond pendant 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, j'ai décroché un petit peu parce que la vie de famille, parce que les beaux jours, parce que le reste du business prenant un peu de place. Et du coup, j'ai laissé un peu en jachère ma chaîne YouTube pendant quelques mois. Grosse
erreur parce que du coup, c'est sur la régularité et c'est sur la durée que ça marche. Et je m'y suis remis en fin d'année dernière, c'était en octobre. Et depuis, je pense que j'ai doublé les abonnés depuis que je m'y suis remis, avec une vraie stratégie beaucoup plus impactante, Mhm. où à chaque fois que je fais un contenu, soit je le sponsorise sur les réseaux sociaux, pas tout le temps, mais souvent. Dès qu'il sort, là j'en ai sorti un juste avant qu'on s'appelle, là il y a une demi-heure, il y a un post sur les réseaux sociaux, sur tout ça, pour vraiment faire la promotion, la newsletter et toute cette partie-là, pour vraiment utiliser ce levier et faire en sorte que dans les premières minutes, dans les 3-4 premières heures où la vidéo sort, il y ait le maximum de trafic dessus pour que YouTube se dise elle est intéressante et on va la montrer à un maximum, quoi. Ah, Donc, intéressant. Cette stratégie, du coup, tu sponsorises quasiment tous tes contenus un tout petit peu au moment où tu le lances pour amorcer la pompe, quoi. pas tout le temps, mais je pense que je le fais une fois sur trois, à peu près. D'accord. Tu Ok, vois. intéressant. Quand je sens qu'il y a... En fait, si tu veux, dans ma stratégie YouTube, j'ai vraiment la stratégie en entonnoir où je vais faire du contenu très putaclic, un peu plus grand public. Bon, ce qui est logique, tu vois. La vidéo aujourd'hui, c'est ça, c'est un shoot en plein soleil, en été. Donc c'est Mhm. vraiment, tu vois, je me mets en danger avec la miniature, j'ai une goutte de sueur, machin et tout, tu vois. Donc ça, c'est vraiment du contenu qui va parler à beaucoup de monde. Donc celui-là, j'ai tendance à le sponsoriser. Et après, souvent, j'alterne avec un ou deux autres contenus qui suivent les semaines suivantes, où ça va être du contenu plutôt pour ma cible. Donc plutôt du contenu un peu plus pédagogique, du contenu de conversion, je fais la promotion indirectement de lead magnet, de choses comme ça, Cool. pour vraiment avoir cet entretien dans mon tunnel, quoi. Ok, super. Et alors du coup, c'est quoi aujourd'hui les retombées, je veux dire, dans les clients que tu as sur ton programme en ligne, etc., même en termes de photographe, les gens, ils te connaissent par ça, ils te connaissent par du bouche à oreille, ça vient un pourcentage, ça t'apporte Ouais, quoi? je trouve que c'est assez compliqué d'évaluer ça aujourd'hui, parce Mhm. que j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez global. C'est-à-dire que, tu vois, même quand je discute avec des personnes, ils savent pas me dire où ils m'ont découvert. Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est une sponsor? Et moi, je vois les choses plutôt aujourd'hui en me disant que, un peu comme un écosystème où tout existe parce que c'est un peu interconnecté. Et du coup, les retombées, c'est vraiment, moi je mise vraiment sur ma volonté, c'est faire de la qualité, créer une belle relation, essayer d'être le plus authentique, le plus honnête possible pour vraiment créer quelque chose de fort. Je mets un point d'honneur, tu vois, je me suis posé vraiment ces questions en fin d'année dernière de où je vais, comment je structure et tout. Et j'ai vraiment envie d'apporter vraiment de la valeur, c'est-à-dire que les personnes se disent, ok, en fait, c'est vraiment chouette, j'ai appris quelque chose, et qui se sentent jamais obligés de s'inscrire à un truc pour avoir quelque chose en plus ou quoi, je le propose, tu vois. Mais déjà, par exemple, j'ai des vidéos YouTube où je partage, par exemple, des posts couples, et puis à la fin, je dis, bah, si tu veux aller plus loin, j'ai un petit guide pour ça, tu vois. Mais en vrai, en fait, ils ont déjà énormément de contenu dans la Mhm. formation couple, et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que je convertis beaucoup moins de monde, je pense, enfin en tout cas en termes de lead, mais sur ma newsletter, par contre, j'ai vraiment ce sentiment que les personnes qui s'inscrivent, elles savent pourquoi elles s'inscrivent, et j'ai extrêmement peu de désinscriptions sur ma newsletter, tu vois. C'est-à-dire que j'ai une à deux personnes qui se désinscrivent par semaine, donc ce qui est, je trouve, assez faible en fait, comme taux, Ok, quoi. ok, cool. Donc, parle-nous, est-ce que tu peux nous parler aussi du côté conversion et en termes de réputation? Parce qu'en fait, moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que les gens, à partir du moment où ils te voient sur les réseaux, ils te voient sur YouTube, etc., oh, quand tu les rencontres, si jamais ils ont la chance de discuter en one-on-one avec toi, enfin en direct avec toi ou même en groupe, et tu as l'impression d'être une célébrité. Je sais pas si ça te fait le même effet, et en tout cas, tu pourrais quasiment leur vendre n'importe quoi. Et tu as un peu cet effet-là, le fait d'être de partout, ça te forge une réputation super forte. Ouais, en fait, c'est fou ce truc-là, parce que je fonctionne pas trop comme ça. Après, je sais pas, peut-être parce que je fonctionne plus comme ça aujourd'hui, parce que j'ai avancé aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est très vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, là, parfois il y a des personnes, je leur réponds par un message privé ou par mail, ils me disent ah merci de me répondre, c'est incroyable de pouvoir discuter avec toi et tout, tu vois. Et moi ça m'étonne toujours parce que tu vois j'ai l'impression d'être encore, tu vois, en train de bricoler dans ma cave et tout. Et ouais, c'est très très vrai, mais je pense que c'est un c'est dû à un biais qui est de
tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Jérémy, c'est ouf tout ce que tu fais. Toi, moi, j'ai l'impression que je fais un dixième ou peut-être un centième de ce que j'aimerais faire. Mais en fait, c'est vrai que sur le papier, quand tu regardes, je sors une vidéo par semaine, j'ai ma newsletter, parfois j'ai plusieurs newsletters dans la semaine, je fais du contenu sur Instagram, je suis en train de reprendre le podcast justement et tout ça. Donc ça paraît beaucoup. Mais en fait, les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est un vrai boulot. C'est-à-dire que ils considèrent que c'est exceptionnel parce que juste ils ont pas accès à ça ou ils font pas ça. Et je pense qu'ils prennent pas en considération l'effet d'échelle où en fait, ben forcément, ils vont te voir à plein d'endroits différents parce que t'optimises et tout ça, et ça prend pas tant de temps que ça, en réalité, d'être présent partout. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu mentor, tu sais, parfois, enfin, je sais pas comment le dire, où les gens, ils Inspirant. disent, comment pardon? T'inspires. T'inspires Ouais, par la productivité, ouais. ouais, c'est ça, ouais, c'est hyper productif et tout, alors que moi, je leur dis, mais en fait, je suis pas plus productif que toi, quoi. C'est juste que, je pense que moi, je suis quelqu'un de assez désorganisé de base. Mhm. Et par contre, je pense que ça demande une rigueur dans la discipline, tu vois, quand tu as des programmes en ligne et tout, d'avoir un calendrier marketing pour les lancer, pour les relancer et tout ça. Donc, je me suis imposé un peu cette discipline qui est devenue un peu un automatisme avec le temps. C'est pas encore ouf, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et je pense que la plupart des gens, ils sont un peu en mode freestyle, quoi. Je démarre Ouais. ma journée, je sais même pas ce que j'ai à faire. Donc forcément, en fait, si t'es un tout petit peu plus organisé et que t'arrives à te tenir à sortir des contenus toutes les semaines, ça paraît parfois incroyable, quoi. Trop bien. Je sais pas Ok, comment parlons tu de vis les product. choses, toi, mais Moi, je suis encore un peu freestyle parce que je fais beaucoup de choses aussi. Entre My City of Friends sur lequel j'essaie de produire un contenu par semaine, mais j'y arrive pas toujours. Marketing Automation Ninja, là, on a fait un énorme focus sur le lancement de la nouvelle version. Donc, enfin, j'ai mis un effort phénoménal et je suis trop content de ce qu'on arrive à produire maintenant. Non, je suis pas aussi régulier et mon métier, c'est pas la communication. Donc, ouais, moi, je crée des outils, je crée des startups et du coup, c'est vrai que voilà, j'apprends au fur et à mesure. Et ça m'amène justement à une question en parlant de productivité, parce que moi, la productivité, par contre, c'est un truc que j'adore. c'est ta zone de génie. Ouais. Euh, Quels sont tes secrets? C'est quoi? Est-ce que tu as des secrets à partager pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent mettre en place pour produire plus, pour produire mieux? Euh, c'est Ouais. quoi? Moi, j'ai essayé plein de trucs, tu vois. J'ai essayé les tableaux à 90 jours, j'ai essayé plein de techniques de productivité, d'organisation, les méthodes Pomodoro, enfin, tous les trucs, bon, un peu classiques que tout le monde connaît. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est un peu un truc hybride entre tout ça. Où j'ai des grands objectifs à moyen ou long terme sur mon année, en fait, où je sais à quel moment je veux sortir des programmes, tu vois, un peu les programmes phares, ça me permet d'anticiper. Et surtout, je pense que mon plus gros hack de productivité, c'est de toujours connecter ça à qu'est-ce qui fait du sens et qu'est-ce qui me motive. Parce qu'en fait, toutes les méthodes, moi je pense que c'est mon fonctionnement aussi, tu vois, mon caractère, où j'arrivais à tenir 2-3 semaines, mais à un moment où je lâchais, et puis quand je lâchais, c'était pire que tout, et j'étais tellement au fond que j'avais pas envie de faire quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que pour tenir, il faut que j'arrive à trouver un peu la motivation un peu intrinsèque. Donc par exemple, pour YouTube, ça va être de bâtir mon contenu, où je vais me prendre souvent une journée par mois, ou tous les un mois et demi, ça dépend, où Mhm. je vais produire de la vidéo pour 5, 6, 7 semaines, parfois 8 semaines si j'arrive à anticiper d'avance. Donc ça me permet vraiment, tu vois, d'être productif. Ça demande un peu un travail en amont, de les scripter, de quel sujet, de préparation et tout. Mais en gros, c'est 2 jours de boulot, donc c'est assez cool pour avoir 2 mois de contenu. Euh, J'avais plus de problème de productivité de devoir faire mon montage moi, ce que je disais au début, parce que du coup, bah là, c'est quelqu'un qui les faisait. Et après, juste la partie que je garde, c'est la semaine où ça sort. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que quand c'était programmé longtemps à l'avance, je Mhm. pensais pas forcément à communiquer dessus, j'étais pas là-dedans. Donc, ce que je me garde, c'est le jour de la sortie ou la veille, en fait. Je me regarde la vidéo, je fais les chapitrages pour YouTube, je fais le petit résumé pour la partie référencement sur YouTube, je fais tous les trucs comme ça, la petite miniature et tout. Et du coup, je suis dans l'énergie du moment, je suis content de le sortir, et comme c'est frais, je peux en parler aussi, faire des stories sur Insta, dans ma newsletter. Donc, en fait, le hack, c'est un peu arriver à avoir un peu de la prédictibilité dans le temps pour que ça existe, parce que quand tu sors un gros programme, ben, si tu prévois pas ça 2, 3, 4, 5 mois à l'avance, ça marche pas. Et en même temps, garder le focus et l'énergie au quotidien. Et ce que je fais aussi, c'est que je me laisse vachement de latitude aujourd'hui pour
pour créer du contenu qui correspond à mon caractère. C'est-à-dire que tu vois, pendant longtemps, je cherchais à trop planifier les choses. Et Ouais. par exemple, un truc qui me correspond bien, c'est d'avoir une idée, parce que j'ai connecté avec ma cible ou avec des problématiques. Je vais créer une masterclass et je vais la commercialiser pendant 2-3 semaines. Je vais la donner en live et ensuite je la package et puis je la vends en ligne, tu vois. Et en fait, ça me permet vraiment de garder ce truc où je suis dans l'instant, j'ai la motivation de le faire et je me démotive pas parce qu'il y a plein d'étapes un peu fastidieuses. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au côté connaissance de soi un peu, tu vois, de son fonctionnement. Complètement. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect, je m'approprie tout ça. Ok, je me crée un framework, un mode de travail pour moi. Est-ce que tu as, en parlant de secret, est-ce que tu as des outils, est-ce que tu as des automatismes sur ton ordinateur ou des trucs qui te font gagner un temps fou et que tu pourrais nous partager? Ouais, bah déjà, franchement, ta solution, Amaury, il faut pas se le cacher. Et J'ai eu la chance d'être dans les bêta-testeurs il y a peut-être, c'est quoi, 3 ans maintenant, 2-3 ans, un je sais peu plus. moins, ça fait 2 ans. Un peu moins peut-être, 2 ans. Franchement, ça a été une révolution pour moi parce que justement, c'est une époque Covid, post-Covid, avec encore moins de temps. Donc, on est 5 à la maison. Il y a la grande qui est la fille de ma compagne. Il y a Raphaël qu'on a eu en 2019, Elia qui est arrivée en 2021. Et du coup, c'est devenu assez ingérable de gérer tout ça, en fait, tous ces trucs-là. Et du coup, de pouvoir juste m'enregistrer sur mon téléphone, bim, d'envoyer le truc sur mon drive et que ça puisse être opérationnel, ça c'était vraiment, clairement ça a été un game changer, tu vois, ça, à l'époque ça a été vraiment un truc transformationnel. Donc ça c'est la première chose qui vraiment m'a beaucoup aidé à passer cette étape de je continue à produire du contenu, je continue à être disponible pour mon audience et à être présent. Avec une optimisation incroyable de mon temps. Parce que la réalité, c'est à l'époque, je le faisais en plus vraiment qu'avec mon téléphone où j'enregistrais avec mon kit oreillette. Donc mon podcast, il durait 10-15 minutes. Ça me prenait 5 minutes en amont pour écrire quelques bullet points de qu'est-ce que je veux dire. J'enregistrais, je balançais, c'était terminé, quoi. Donc ça, c'était vraiment ouf. Et sinon, dans mes hacks, j'en ai pas tant que ça. En fait, il y a plein de personnes qui me disent il faut que tu utilises Notion, il faut que tu utilises ci, il faut que tu utilises ça. Bon, j'ai plein d'automatisation en interne avec, j'utilise System.io, avec Zapier, avec plein de plateformes et tout. Mais sinon, je fonctionne beaucoup avec Google Keep, mes petites notes où je mets soit des couleurs, soit des tags dessus, tu vois, pour prendre une petite note. Hop, j'ai ma catégorie podcast, ma catégorie YouTube. Dès que j'ai une idée, machin, donc je structure beaucoup comme ça. Et je réfléchis. J'ai pas des milliers de hacks de productivité, Ouais, en fait, je crois. ouais, En fait, après, j'essaye de... je pense qu'on s'en rend plus Pardon? compte. On s'en rend plus compte, en fait, au bout d'un moment. Ouais, Tellement rentré dans notre quotidien que des espèces de Zapier qu'on a créés il y a 3 ou 4 ans, ils tournent toujours. Et en fait, ça nous change la vie, quoi. Et, ouais, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est peut-être que l'optimisation, c'est, je me pose toujours la question de, est-ce qu'il y a un moyen plus simple de le faire? J'avais toujours tendance à me complexifier les choses. Tu vois, sur les miniatures, YouTube, à un moment, je faisais ça avec Photoshop. Alors, du coup, il fallait que je trouve les photos, que je les importe, que j'exporte, que machin et tout ça. Aujourd'hui, j'utilise Canva, par exemple. Et Canva, en fait, c'est ultra optimisé. J'ai mes templates. Si, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un branding défini, d'avoir des templates pour tout ce que je voulais faire et de juste pouvoir aller changer le titre, le logo, le machin en fonction des besoins. Ça c'est un hack aussi quand même parce que du coup, ça évite de devoir toujours refaire quelque chose, de ouais, repartir de zéro, quoi. Ouais. complètement. Trop bien. Avant qu'on conclue, tu es photographe, donc du coup, j'ai la question qui me démange, qu'est-ce que tu utilises comme équipement? Parce que ça doit être à l'encontre de des trucs très simples que moi je suggère. Qu'est-ce que tu utilises toi, comme équipement? Écoute, ça c'est mon grand dilemme. C'est parfois je me demande dans quelle mesure ça complexifie pas tout ça aussi, tu vois, les équipements. Ouais. Après cette croyance là, mais je pense qu'elle est quand même fondée que en fonction de ta cible, tu sais, t'entends beaucoup ce message de on s'en fout de la qualité du contenu, tout ça, ce qui importe c'est de le produire, mais en fait je pense que ça a la limite en fonction de la cible, tu vois. Et quand ta cible sont des personnes qui sont sensibles à l'image, au beau, à la lumière et tout ça, tu peux pas faire un truc tout pourri. Donc aujourd'hui, mon setup de tournage, c'est un Nikon hybride, un Z6, donc une caméra bon classique à peu près 2000 €, tu vois, avec une focale fixe. J'ai un 58 mm, je me filme à 1.4, donc à pleine ouverture pour avoir vraiment un joli flou d'arrière-plan.
Dans mon setup, il est quand même relativement simple. C'est 3 sources de lumière. J'ai une lumière en douche devant moi qui vient m'éclairer principalement. J'ai une autre lumière sur le côté qui vient déboucher un petit peu les ombres sur mon visage. Et j'ai un petit projecteur LED derrière qui vient me détacher un petit peu du fond. Et je fais ça dans mon salon, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, tu vois, dans l'optimisation aussi, il y a un truc aussi, c'est que aujourd'hui j'essaye quand même vraiment de batcher le contenu. C'est-à-dire quand je me dis je le produis, je me concentre et pendant un jour, 2 jours, je vais faire des tournages vraiment à fond en mode intensif, parce qu'il y a quand même cette contrainte d'installer le matos, d'installer le setup, de cleaner un petit peu tout le truc. Donc ça. Concernant le son, j'ai eu beaucoup de problèmes de son aussi. Enfin, je me suis surtout rendu compte que le son c'était presque plus important que la vidéo à un moment. Donc j'ai investi dans des petits micro-cravates Rode, classiques, mais du coup quand un son quali. Voilà, et récemment j'utilise un enregistreur Zoom. Donc ça c'est pour la partie podcast. J'ai un Zoom H5, bon qui est pas récent, j'ai depuis quelques années, avec deux micros hyper qualis, des micros qui coûtent pas cher, tu vois, 50 balles, mais en fait le son il est juste incroyable, et je fais tous mes enregistrements comme ça, quoi. Trop bien. Ok, super. Une dernière recommandation, quelque chose, ou comment les gens peuvent te contacter si jamais ils veulent en savoir plus sur ce que tu fais? Ouais, alors ils peuvent soit aller sur Instagram, sur mon compte Jérémy Guillaume Photo, tout accroché, avec Y, soit sinon sur le compte de la Grau Academy, c'est mon académie en ligne, soit sur le site de la Grau Academy éventuellement. Après il y a mon YouTube, c'est Jérémy Guillaume, ils tapent Jérémy Guillaume photographe, ils tomberont dessus. Voilà, en fait je suis présent un peu partout, aussi sur LinkedIn et tout. Donc, On mettra les liens de toute façon dans les descriptions. Merci beaucoup Jérémy pour ce super moment et tout ce que tu as pu partager, et je te dis à très vite. Avec plaisir Amaury, merci à toi. Salut. Marketing Automation Ninja.